Merci, Monsieur le Président. Je vous avoue que c'est avec un sentiment mitigé que je prends la parole ce matin pour répondre aux réquisitions tendant à la requalification des faits poursuivis devant le tribunal criminel de Dixine. Monsieur le Président, le ministère public n'a pas su faire ressortir dans ces réquisitions ce qui pouvait être attendu. Le ministère public requiert la requalification en se fondant sur les dispositions des articles 405, 406 Code de procédure pénale, 194 et suivant du Code pénal, traitant les infractions qualifiées comme relevant de la compétence de la CPI, puisque prévu par le statut de Rome. Mais Monsieur le Président, à travers les réquisitions dans ce dossier, une image risque d'être donnée à notre système judiciaire. Cette image, nous tous, acteurs de la chaîne judiciaire, doit contribuer à sa qualification. L'on peut se tromper, mais vous allez relever que le ministère public n'a pas été à mesure de vous indiquer la moindre disposition légale dans le Code de procédure pénale pouvant lui permettre de requérir la requalification des faits contenus dans l'acte de saisine de votre juridiction. Mais Monsieur le Président, dans ces réquisitions, le ministère public souhaiterait voir votre tribunal requalifier les faits poursuivis devant le tribunal criminel en crime contre l'humanité. Monsieur le Président, peut-être que ça a échappé à l'attention du ministère public, mais il est censé savoir qu'avec notre nouveau code de procédure pénale et notre nouveau code pénal, les infractions érigées ou classées comme infractions relevant de crimes contre l'humanité sont des infractions graves dont la poursuite, l'instruction et le jugement échappent à la compétence des tribunaux ordinaires. L'article 700
724, 725, 726 du Code de procédure pénale sont très clairs. Si vous vous demandez la requalification, alors que vous n'êtes même pas compétent pour engager des poursuites, on demande à un tribunal de requalifier en des faits dont le tribunal d'ailleurs ne serait pas compétent pour connaître. Je me demande, qu'est-ce qu'on ferait alors du caractère lié et obligatoire de votre acte de saisine? Nous connaissons les modalités par lesquelles une juridiction criminelle est saisie. Vous avez un arrêt de la Cour suprême qui a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la Chambre de contrôle de l'instruction. Cet arrêt vous lie, Monsieur le Président, distingué assesseur. Mais qu'est-ce qu'on ferait de cela? Vous allez relever que les articles, désormais avec l'entrée en vigueur de notre Code de procédure pénale, que ces faits-là, désormais, ne peuvent être poursuivis et que leur instruction ou leur jugement relève exclusivement de la compétence du tribunal de première instance de Conakry. Ce n'est pas cette juridiction, en tout cas, qui maintient nos clients contre leur gré pour certains cas, puisque de l'autre côté, le ministère public a toujours cherché à faire dire et à faire admettre qu'il s'agissait d'une constitution de prisonniers. Et pour d'autres cas, des détentions préventives exagérées, dépassant largement tout délai légal et raisonnable. Mais Monsieur le Président, avec ces réquisitions, peut-être que le ministère public a été un peu surpris par les écritures des partis civils, des activistes des droits de l'homme, mais parfois qui ne prennent pas en compte les exigences en matière pénale. Monsieur le Président, les conventions et traités, leur valeur, leur application, leur mise en œuvre varient selon leur nature. Il faut le savoir. La matière pénale, elle n'est pas la matière civile, elle n'est pas la matière commerciale. La matière pénale est d'ordre national. Il faut le savoir. Et tous les États du monde, comme d'ailleurs rappelé par le statut de Rome, non seulement dans le préambule, mais également dans l'article 1er du statut de Rome, il est expressément indiqué que la Cour pénale internationale, en tant que juridiction permanente, compétente pour connaître les infractions, les 6 infractions indiquées,
est une juridiction complémentaire. Mais c'est quoi? Quand on parle de complémentarité, on complète quelque chose. Mais ça, c'est le français facile, ça. Avant d'aller dans l'esprit, mais qu'est-ce que la lettre dit? On vous dit que la CPI complète. Mais vous pouvez compléter dès lors que vous n'avez même plus de place. Tous les actes de poursuite, les actes d'instruction et jusqu'à ces fameuses réquisitions, les actes de jugement ont été brillamment menés. D'une part, même si nous, avocats de la défense, déplorons parfois les moyens et les manières, ainsi que des violations au détriment de nos clients ayant caractérisé ces faits. Monsieur le Président, jusqu'en 2010, après la ratification du statut de Rome par la République de Guinée, jusqu'en 2010, la République de Guinée n'avait même pas encore signé une quelconque convention de complémentarité ou de coopération. Statut de Rome, c'est bon, mais si c'est du droit pur. Ce même statut, en son article 80, vous pouvez lire concernant l'application des peines, règle la question. Mais on nous a fait perdre du temps ici, Monsieur le Président. Lorsque, malheureusement, le jour, ces réquisitions ont été communiquées, j'étais ailleurs. Quand j'ai vu 32, 34 pages, je dis, ah non, c'est bon. Mais malheureusement, lorsque je l'ai lu, j'ai dit, est-ce qu'on a même besoin d'écrire? Est-ce qu'on, en tout cas pour ceux qui au moins sont habitués à des procédures pareilles? Non. Si vous prenez l'article 80, Monsieur le Président, du statut de Rome, concernant l'application des peines, si le parquet avait fait un peu lecture de ces dispositions, il n'allait pas requérir la requalification de ces faits-là, des faits poursuivis en crime contre l'humanité. Mais d'une part, ça se comprend. Le parquet peut-être se dit que les parties, les accusés, avec ce rythme-là, on s'achemine vers leur acquittement pur et simple. Monsieur le Président, l'article 80 du statut de Rome dispose le statut, l'application des peines par les États et le droit national. Rien dans le présent chapitre n'affecte l'application par les États des peines que prévoit leur droit interne.
ni l'application du droit des États qui ne prévoit pas les peines prévues par le présent chapitre. Mais qu'est-ce que le ministère public cherche à nous faire traîner lorsque des poursuites irrégulières, lorsque des actes d'instruction et lorsque le jugement des faits pour lesquels ces poursuites ont été engagées sont en train d'être menées. Monsieur le Président, il y a dans le cas de l'espèce, il n'y a aucune circonstance, aucun moyen, aucun motif susceptible de faire espérer le ministère public dans ses réquisitions de requalification des faits. Cet aveu d'impuissance du parquet s'est même retrouvé même dans ses propres écritures, où, je ne sais pas à la combienième page après les dispositions légales, où le ministère public parle Monsieur le Président, à la 32e page, dernier paragraphe, qu'aussi elle doit envisager les faits dont elle a été saisie sous toutes les formes de qualification possibles et n'a nullement l'obligation de demander au prévenu. Monsieur le Président, vous êtes saisi. Quel est l'acte de votre saisine? C'est connu. Reportons-nous aux faits tels qu'exposés par cette ordonnance, confirmée par la Cour d'appel, contre lequel arrêt le pourvoi a été rejeté. Qu'est-ce que cette ordonnance retient comme fait? Ce sont des faits d'assassinat, des faits de meurtre. Cette ordonnance nullement n'a parlé des faits de crimes contre l'humanité. Monsieur le Président, peut-être que le ministère public entretient des difficultés à faire le distinguo entre les faits et la qualification. Puisque parfois, dans la pratique, malheureusement, dans la plupart des procédures, Monsieur le Président, distingué assesseur, nous les professionnels, malheureusement, nous assistons plusieurs fois à cette confusion où le ministère public n'est pas en mesure de faire la différence entre les faits et les qualifications. On vous dit, vous êtes poursuivi pour abus de confiance. Est-ce qu'abus de confiance est un fait? Mais il faut qu'on fasse la différence entre le travail intellectuel juridique susceptible d'être effectué et qui correspond à des comportements qui en réalité constituent des faits. On ne vous dira jamais, pour avoir détourné
on vous dit, vous êtes poursuivi pour abus de confiance. Mais c'est grave. L'abus de confiance, ce n'est pas un fait. C'est une qualification. Mais c'est pourquoi, Monsieur le Président, chaque fois, dans ce dossier, nous vous demandons la défense de vous départir de certaines considérations, de certaines pratiques. Le droit évolue. Ce procès-là doit servir, en tout cas de jurisprudence, et inspirer les futurs magistrats qui sont aujourd'hui des auditeurs de justice, des étudiants de droit. Ce procès-là est suivi. Ce procès-là, Monsieur le Président, pour la première fois en République de Guinée, des années plus tard, vous trouverez quelqu'un qui serait à mesure de vous faire revivre tout ce qui s'est passé dans ce dossier. C'est extrêmement important. Nous devons avoir à l'esprit, en tout lieu, en toutes circonstances, Monsieur le Président, moi je n'interviendrai plus sur les techniques d'acrobates du parquet qui consistaient à considérer les articles, les dispositions des articles 208, 295 du nouveau code comme étant des dispositions plus douces. Mais Monsieur le Président, lorsque vous prenez la douceur ou la sévérité d'une peine, ne s'analyse pas seulement sous l'angle de la peine principale. Il y a des catégories de peines. Lorsque c'est la même peine principale, une peine complémentaire, lorsqu'elle est plus sévère qu'une autre peine, la disposition ayant prévu la peine complémentaire sévère est considérée comme la disposition la plus sévère. Mais les représentants du ministère public sont des grands techniciens de la procédure, mais parfois les faits sont têtus. C'est vrai, vous êtes en difficulté, mais il n'y a pas d'échappatoire. Vous ne pouvez pas être sauvé. C'est impossible juridiquement. Et lorsque vous prenez les dispositions, les comportements aujourd'hui qualifiés de crimes contre l'humanité, quand vous prenez les dispositions, les peines, Monsieur le Président, il ne faudrait pas oublier cet aspect est essentiel, c'est la clé de voûte dans cette affaire. Elle a été développée par Maître Lansina Silla. La durée de la période de sûreté, 30 ans, Monsieur le Président. Mais c'est prévu par les articles 114 et suivants. Mais qu'est-ce qu'on fait de cela? Mais il ne faut pas voir seulement un alinéa ou une peine principale. Poursuivez un peu l'analyse jusqu'aux peines accessoires. Ça vous permettra, Monsieur le Président, de savoir entre les deux dispositions quelles sont les dispositions les plus sévères. Mais
Si on prend seulement la période de 30 ans, alors que l'autre là, qui était puni par la peine de mort. Mais, Monsieur le Président, la peine de mort, il y a ce qu'on appelle, ces dispositions-là étaient tombées en désuétude, vous le savez. Ce n'est pas le premier procès criminel, là. Nous avons suivi à bas âge. La toute dernière peine de mort. Après cette audience, on en parlera. C'est la toute dernière décision prononcée en République de Guinée. Mais depuis lors, c'est vrai, c'est ça aussi le droit. Puisque, Monsieur le Président, vous savez mieux que moi que la peine a des buts. Monsieur le Président, le principe de la légalité a été éloquemment développé. C'est d'ailleurs l'une des conditions de recevabilité, même devant la CPI. Hein. C'est prévu par le statut de Rome. C'est évident. Pour les faits là, les personnes aujourd'hui poursuivies dans cette affaire, tant que ce procès-là est en cours, même le procureur de la CPI ne peut plus poser d'acte de poursuite à leur égard. C'est une condition. Mais qu'est-ce qu'on fait de cela, Monsieur le Président? Distinguez assesseurs. Le ministère public va vous demander de requalifier pour des faits, pour des infractions qui n'avaient pas été définies, punies. On vous demande de... Vous n'êtes pas législateur. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je vais vous épargner des développements largement effectués par mes précédents confrères de la défense, et le tout dans le sens de la qualification des décisions à intervenir dans ce procès. Ça y va et ça ira toujours dans l'intérêt du droit. On peut se tromper. Parfois, il y a des demandes qui sont présentées, même fort intérieurement, le parquet se dit que c'est des demandes déjà rejetées. Monsieur le Président, si vous prenez, pour terminer, l'article 441 du Code de procédure pénale, nous sommes en matière criminelle. Nous sommes en matière criminelle. C'est là pour trouver le siège. Mais après examen par vous de tous les éléments du dossier, est-ce qu'on est à cette phase? Est-ce que les débats sont clos? Contrairement à la procédure correctionnelle, en matière criminelle, les débats doivent être déclarés clos. Monsieur le Président, le législateur, ce n'est pas pour de rien, a prévu à employer des termes. Si le tribunal estime que les faits poursuivis constituent un crime, il ne dit pas constitue le crime, parce que s'il le dit constitue le crime, ça fait référence à l'acte de saisine, aux qualifications sous lesquelles
votre juridiction est saisie. Mais quand on suit un crime, c'est une autre phase. À ce stade de la procédure, Monsieur le Président, nous vous prions respectueusement de bien vouloir ordonner la continuation des débats pour que moi, mon pauvre client victime, Brahima Kamaradi Kalonzo, pour que on puisse au moins lui présenter les pièces à conviction qui seraient retenues contre lui. Le code de procédure pénale est organisé. La phase, nous sommes à une phase où nous devons avoir les pièces, les éléments, et s'il n'existe pas, s'il n'est pas versé au-dessus de la procédure des pièces à conviction, que cela soit dit de façon péremptoire et que acte nous en soit donné, Monsieur le Président, pour nous permettre de continuer. Dans l'examen de la cause, vous verrez l'opportunité, mais ce qui est sûr, on ne peut pas dire qu'on est d'abord incompétent à poursuivre, alors qu'on avait mené tous les actes de poursuite, on continue de poursuivre et dire encore que le parquet a d'autres desseins. Nous vous voyons venir, mais depuis... Mais je le réitère, nous vous attendons de pied ferme. Ce n'est pas ce que vous voulez, là, cette requalification. Ce temps perdu-là, nous savons comment le rattraper. Nous allons le faire rattraper. C'est évident. Ce que vous cachez, ce serait sûr. Ça va être dit, puisque il faut que ça soit dit. C'est pourquoi, Monsieur le Président, vous avez la lourde charge, avec vos assesseurs, sur le fondement des dispositions de l'article 408, de faire état de tous les éléments, tous les points de droit développés par voie de conclusion. Moi, je suis très à l'aise dans les procédures comme ça, mais je veux que le niveau du débat soit un peu élevé. Nous ne sommes pas devant une juridiction internationale. M. Jokamel a rappelé, elles sont les seules compétentes et habilitées à faire application du statut de Rome. Mais, Monsieur le Président, ce débat ne devrait pas avoir lieu. C'est pourquoi il y a lieu d'ordonner la continuation en temps opportun dans votre décision. Après examen de tout, vous apprécierez. Mais ce qui est sûr et impossible juridiquement pour un juge, pour une juridiction, c'est de s'auto-saisir. Lorsque vous n'êtes pas saisi des faits, vous ne pouvez pas vous auto-saisir de cela. Pour le moment, l'acte de saisine de votre juridiction ne fait nullement cas aux faits susceptibles d'être qualifiés de crimes contre l'humanité. L'ordonnance, je ne veux pas vous faire lire les faits tels que rappelés, mais il suffit simplement de voir combien de fois ça a été développé, Monsieur le Président. Sur le reste des éléments, je fais mienne les moyens antérieurement développés par la défense dans cette affaire. Mais nous l'avons dit, nous continuerons à le dire. Tant qu'il s'agit du droit de la procédure, Monsieur le Président, n'hésitez pas. Nous n'accepterons pas que entorse soit faite à la procédure. Les questions d'appréciation de faits peuvent varier.
mais des principes généraux s'imposent et au tribunal et au parti. Je vous remercie.